Bonsoir Alex Jordanov. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes journaliste et documentariste et vous publiez L'itinéraire secret de Mohamed Merah chez Nouveau Monde. Près de 2 ans d'enquête autour de Merah, de son parcours familial, de son entourage, de ceux qui l'ont croisé en Afghanistan notamment, et bien sûr des événements tragiques de mars 2012 jusqu'à la mort du tueur en série abattu par le raid. Vous confirmez que les policiers donc et les hommes du raid en particulier n'ont pas eu les bonnes informations sur ce que faisait Merah durant les 2 derniers jours de traque chez lui à Toulouse. On se souvient qu'il a pu s'absenter et aller téléphoner en ville, alors qu'il avait déjà commis tous ces crimes de Montauban et de l'école juive aux Zaratora. Oui, c'est vrai. En fait, le raid, ils viennent pour intervenir. Mera est surveillé par 86 policiers, à plusieurs cercles de surveillance autour du bâtiment. Et effectivement, ils avaient également placé une caméra devant l'entrée, une caméra devant la porte poubelle de derrière. Et bon, il leur a échappé. Et le RAID est là en tant qu'unité d'intervention. Ils ne savent pas qu'il est sorti, qu'il est rentré, qu'il est réveillé. Ils le croient endormi. C'est pour ça qu'il y a eu quelques hésitations avant notamment sur l'ouverture de la porte. Quand on le croit endormi, on croit qu'on peut faire du bruit. Or, il les attendait. Alors la deuxième chose très frappante, c'est que Merah parle beaucoup avec ses hommes du RAID ou du GIGN. Il a un talkie-walkie, il communique, il détaille son arsenal, il développe même sa stratégie. Et quelques heures avant sa mort, il révèle qu'il était bien sur le point de commettre un autre crime contre un militaire. Tout à fait. En fait, il échange le talkie-walkie contre un des pistolets qu'il avait chez lui. Hmm. Et au cours de la conversation, il révèle en fait, ce matin-là, euh, 21 mars. il devait également aller tuer un militaire qu'il avait repéré, il avait ciblé. Et également le matin de l'école juive, il était déjà allé chez un militaire qui n'était malheureusement pas sorti, enfin heureusement n'était pas sorti de chez lui. Et c'est pour ça qu'il s'est par hasard retourné vers l'école aux Atora. Ce qui confirme qu'il avait en fait un programme, si je puis dire, une feuille de route, une liste de victimes programmée. Il n'y avait pas une liste, il avait une liste de militaires. L'école hébraïque était un pur hasard en fait. Alors on remonte le temps. 10 ans plus tôt, dans les foyers où il est placé, au collège, on peut dire qu'il y a dans les comportements de Merah des germes de violence extrême déjà. On voit un être désocialisé, mais il ne rejette pas encore la France. Non, même en 1998, il porte le maillot de l'équipe de France de foot, contrairement à tous ses copains du quartier qui sont plus supporters de l'Algérie ou autres. Mais la violence est déjà présente. La violence est présente dès son plus jeune âge, dès l'âge de 4 ans. Il veut faire comme les grands. Son comportement avec les femmes notamment. Notamment avec les femmes, son frère et son idole et son mentor, celui à qui il veut se comparer. Son frère, on l'appelle Ben Laden dans le quartier. Donc voilà, c'est un monsieur extrêmement violent qui terrorise les Isards. Abdelkader, dont Ah, on va reparler. oui. Alors, le tournant djihadiste, on peut dire, peut-être vous me corrigez, c'est autour de l'année 2010, notamment entre juillet et octobre. Vous dites qu'il va visiter 7 pays. Il sera en Algérie, en Syrie, en Afghanistan. C'est là que tout se joue. Non, ça se joue bien avant. En fait, c'est en prison qu'il se tourne vers la religion vraiment. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans ses lettres qu'il adresse. Il adresse des dizaines de lettres à Abdelkader. Et c'est en prison où on voit vraiment le personnage se rapprocher de la religion avec un caractère extrémiste. Et alors, donc, à sa sortie de prison, il va chercher à de nouveau fréquenter les frères musulmans, les djihadistes, en allant dans ces Et pays. à sa sortie de prison, il est vraiment décidé et il y a beaucoup de voyages et vraiment, les- on ne sait pas tous les voyages qu'il a pu effectuer à l'étranger. En France, on a commencé à avoir une petite idée. Quand on regarde ses relevés, et encore ça, c'est compliqué parce ils ont des moyens de détourner enfin, ils payent en cash, etc. Il a été dans beaucoup plus de pays qu'on ne le croit, effectivement. Vous révélez une partie de voyages d'itinéraire qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
Il y a un voyage qui apparaît, qui est un premier voyage en Afghanistan, effectivement, avec un monsieur qui est toujours détenu, d'ailleurs, apparemment à Gradignan, aux aux dernières nouvelles. Hem, il a demandé à ses sources à Paris de le diriger vers des passeurs et il est passé apparemment par l'Iran, effectivement. Alors disons un mot de ce frère, Abdelkader, le mentor, dites-vous, un salafiste fasciné par les cadavres. Abdelkader, à plusieurs reprises, que ce soit, ses amis, ses connaissances ou dans le dossier, il apparaît qu'il est, quand il voudrait que les gens aiment la mort. Il emmène par exemple un converti qu'on appelle le gitan, un monsieur qui s'appelle Charles Mencarelli à la morgue. Ils sont là pendant toute une nuit à regarder une morte et il lui parle, il lui explique que c'est thérapeutique, qu'il peut arrêter l'alcool en regardant les morts, en aimant la mort et en fait, c'est une Mera le dit aussi, Ben Laden l'a dit aussi aux journalistes de CNN: «Vous, j'aime la mort comme vous aimez la vie». C'est une partie de l'idéologie, Et djihadiste. alors il a une emprise très forte sur son frère Mohamed, très tôt? Très tôt, Abdelkader? oui, dès le plus jeune âge, oui. Ça a toujours été le cas. Il, enfin, Abdelkader est très violent. Je crois qu'il domine les gens par la violence. Il a poignardé son grand frère avec 7 coups de couteau. Abdelghani Merah a failli mourir. C'est quelqu'un qui a une emprise physique, surtout. Abdelkader qui d'ailleurs, quelques heures avant la mort de Merah, va dire: «Je suis fier de mon frère, c'est une belle fin». Oui, c'est vrai. C'est triste. Mais il va aussi dire, il va aussi menacer les policiers et leur dire, «Faites attention à ce que vous faites, je vais vous envoyer les gars de Mesrine». Mmh. Ah, il est volatile. Alors Alex Jordanos, vous écrivez noir sur blanc que Merah aurait pu être stoppé plus vite et qu'on aurait pu éviter les meurtres de Toulouse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Qu'est-ce qui a dysfonctionné, dans la surveillance du jeune homme? Alors, la liste est bien trop longue, hein, les grandes lignes et il faut d'abord remettre les choses dans son contexte. À Toulouse, les policiers de la DRRI, qui est en fait la filiale de la DCRI, nationale, font extrêmement bien le travail. Un exemple, l'été, pendant cet été-là, Mera achète une voiture. Il donne un numéro de contact. Alors qu'il est sous surveillance, ils font très bien leur travail. Ils surveillent ce numéro, ils voient qu'il appelle l'ambassade du Pakistan. Ils savent déjà qu'il est sur le point de partir. Il est extrêmement bien surveillé jusqu'à ce que Paris décide de relâcher la surveillance. Euh, euh, il y a un autre exemple, si vous, enfin bon, je ne le souhaite pas, mais quand on regarde la vidéo du premier assassinat de Ibn Ziaten, Mera filme droit devant puisque sa caméra est Celui placée qui a sur son tué. torse. On voit la voiture de gendarmerie passer et le gendarme accoudé à la fenêtre ouverte regarder la scène alors qu'il vient de tirer 2 balles. C'est bon, alors on se demande, pourquoi la gen enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Heu, Mais de manière, plus de plus large, par exemple, quand vous parlez de ce capitaine, de donc l'armée américaine qu'il a rencontré en Afghanistan, on avait, vous suggérez qu'on avait suffisamment d'informations déjà à l'époque pour qu'il soit surveillé de plus près? bon, c'est pas Ou c'est difficile de le dire, non, mais à un moment donné, l'information ne passe pas bien. Vous savez, le patron de la DRRI, un monsieur qui s'appelle Charles Ballet-Anduy, il leur dit très bien, il leur dit au juge, il leur a demandé, on ne l'a pas laissé participer aux réunions euh, de crise au moment des meurtres. Ils auraient très bien pu reconnaître Mera sur les vidéos et éviter aux Artora, par exemple. Et même Bernard Squarcini, qu'on vient de croiser dehors, devant votre immeuble, le dit aussi. Et moi, les gars de Toulouse, on l'aurait reconnu. mais pourquoi ils ne le reconnaissent pas sur ces vidéos? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils le reconnaissent, mais c'était déjà trop tard. On n'a jamais voulu laisser les policiers de Toulousain participer aux réunions de crise pendant 3, 4, 5 jours. Ils se sont focalisés sur l'extrême droite et autres. Voilà.
Vous diriez qu'il a inauguré une forme de terrorisme un peu inédit, Mohamed Merah, qui aujourd'hui inspire une génération de jeunes djihadistes? C'est la vitrine, effectivement, c'est le premier qui a eu autant d'impact médiatique. C'est une théorie qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Al-Souri, qui est mort en Syrie l'été dernier. Il a été tué dans une maison. On a retrouvé ses écrits. C'est un livre que les djihadistes se téléchargent, se passent, se repassent sous le manteau, etc., etc. C'est repris par d'autres théoriciens comme Al-Awlaki, un Américain d'origine yéménite, qui a également été tué par un drone, qui a sponsorisé le tueur de Fort Hood, le psychiatre américain qui a fait éruption dans une cantine. C'est une théorie du terrorisme low cost avec un grand impact médiatique. Un dernier mot, Alex Jordanov. On le sait, il y a quelques jours, le père de Mohamed Merah est revenu en France, à Toulouse, puis il a été expulsé vers l'Algérie à l'expiration de son permis de séjour. À votre avis, qu'est-il venu chercher exactement 3 ans après tous ces événements? En fait, d'abord, on le repère en France parce il demande, enfin, il demande de visiter son fils Abdelkader en prison. Donc on se rend compte qu'il est en France. En fait, il était venu vendre de l'immobilier, récupérer un peu d'argent, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est à un moment donné, il y a beaucoup de juges, notamment la juge Kéris, qui est la doyenne des juges, qui aurait bien aimé l'entendre, qui a également envoyé l'IGPN surveiller ce que faisait la police des frontières. Et malheureusement, pour une raison incompréhensible, il a été arrêté à 10h30 et à 13h25, il volait vers Oran. Donc, je pense qu'il faut demander à M. Cazeneuve, qui voulait l'expulser, hein, il l'avait annoncé, mais aussi vite, C'est étonnant. moi, je ne comprends pas. Merci Alex Jordanov. Merah, l'itinéraire secret, c'est une enquête qui pose beaucoup de questions. Elle est publiée aux éditions du Nouveau Monde.